Eh bien, bonsoir. À ce moment où on pose sa journée derrière soi, à ce moment où enfin on trouve le temps de s'asseoir, ben des fois le soir à ce moment-là, je sens la solitude venir me piquer un petit peu le cœur. Alors à ce moment-là, quand je sens la solitude venir me piquer un petit peu le cœur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mes amis. J'ai pas besoin d'aller loin. Hein. Je sors de la maison, je vais m'asseoir sous châtaignier, juste là. Je lève la tête vers le ciel et là, je me plante la tête dans les étoiles. Ouais. Et ils sont tous là, tous mes amis, Orion, Persée, les Pléiades, Cassiopée. Ouais. Je me plante la tête dans les étoiles. Et vous savez quoi? À ce moment-là, eh ben souvent je passe des longs moments et ben je leur raconte ma journée, je leur raconte mes histoires. Et parfois, j'ai l'impression de les entendre aussi me raconter des leurs d'histoires. Parfois, vous allez dire je suis un peu fada, mais j'ai l'impression qu'on passe un moment à causer ensemble, surtout avec Sirius. Et ça, il n'y a pas que moi qui vous le dira. Hein. Sirius, c'est l'étoile la plus bavarde de tout le ciel d'hiver. Sirius, elle est là. Tu la vois? Celle-là. Alors ouais, vous allez me dire, là, perdue au milieu des autres, ah ben c'est pas facile de la reconnaître. Mais en fait, il y a une technique pour reconnaître Sirius, c'est pas compliqué, il suffit de connaître Orion. Alors Orion, et Orion c'est un sacré copain. Hein. Moi, chaque fois que je le revois revenir dans le ciel, ça me fait quelque chose là, je suis vraiment content. Orion, il est ici. Pour reconnaître Orion, c'est facile. Il y a sa ceinture. Ça fait 3 étoiles, 3 petites étoiles qui sont vraiment en ligne toute droite. Et comme ça, c'est la ceinture d'Orion. Si on descend, en dessous de la ceinture, on va trouver ses 2 pieds. Et forcément, tu as la ceinture, tu as les pieds. Donc de l'autre côté, c'est les mains. Les mains d'Orion. Et entre les mains, sa tête. Vous reconnaissez maintenant Orion? Les mains, la ceinture, les pieds, la tête. Oui. Ça, c'est Orion. Eh, vous savez qui c'était Orion? C'était il y a 3000 ans, chez les Grecs. Orion, c'était un géant des temps primordiaux, immense. Mais surtout, Orion, c'était un chasseur exceptionnel. Le genre de chasseur qui jamais ne ratait sa proie. Mais alors jamais. Dès qu'il se mettait en chasse, ça marchait pour lui. Il a débarrassé certaines Y de toutes ces bêtes sauvages. Et Orion, donc, il est là. Et du coup, pour trouver Sirius, c'est pas compliqué. Tu prends la ceinture d'Orion et tu vas en ligne droite, et tu trouves l'étoile la plus brillante, c'est Sirius. Vous saurez la retrouver? À peu près. Ok. À peu près. Et je vous ai dit qu'Orion, c'était un chasseur. Et bien, ce qui est rigolo, c'est que dans le ciel, autour d'Orion, c'est toute une scène de chasse. On a Orion, donc, mais en dessous d'Orion, alors ceux qui sont derrière, va peut-être falloir vous lever. Ça, vous savez ce que c'est? C'est le lièvre. C'est trop fort. Toi, tu vas me griller toutes mes surprises. Donc, on a Orion. Au pied d'Orion, le lièvre. Et derrière Orion, Sirius en fait partie. La mobilette aussi. Sirius en fait partie. Ça, c'est le grand chien. Bah ouais, un chasseur, il va chasser avec ses chiens, c'est logique. Et au-dessus du grand chien, il y a le petit chien. Ça marche, c'est enregistré? Oui. Attends, on va voir. On va voir si vous enregistrez. Ça, c'est qui? Les adultes, vous avez droit aussi d'apprendre le nom des constellations. Je vais vous entendre, d'accord? Hein? Non, c'est toujours les enfants qu'on laisse travailler tout seul. Donc ça, c'est qui? Au pied d'Orion, on trouve. Derrière Orion. C'est quel celui-là? Le chien. Le grand chien. Le grand chien. Et le Petit chien. Une étoile. Ouais, des étoiles. Eh, vous savez quoi?
pendant... Étoile qui se lève en première. Raphaël Meleux, je t'ai pas entendu. La première étoile qui se lève, tu sais ce que c'est? C'est l'étoile du berger. Ouais, je sais, mais on n'en est pas là pour l'instant. Ok, attends, je reprends. Parce que moi, pendant des années, j'ai pensé une absurdité. C'est vrai, je voyais Orion le chasseur, et je voyais à droite d'Orion, ce triangle, la pointe en bas, c'est le taureau. Et ouais. Et moi, je croyais qu'Orion était en train de chasser le taureau. Mais pas du tout. Non, le taureau, ça n'a rien à voir. Le taureau, c'est un autre taureau. C'est qu'il y a 3000 ans chez les Grecs, on savait que Zeus vivait au sommet d'Olympe. Mais Zeus, on savait quelque chose il y a 3000 ans, c'est qu'il était un petit peu, alors comment on dit, vous allez m'aider, il aimait beaucoup les jolies filles, il était... En fait, il s'est transformé en taureau pour... Ouais, mais comment on définit quelqu'un qui aime beaucoup les jolies filles? Séducteur, coureur de jupons, polisson, enfin voilà. Ça c'est Zeus. Et justement, un jour, Zeus, il est là-haut, au sommet d'Olympe, et sur une plage de l'Asie mineure, il voit un groupe de jeunes filles en train de faire des bouquets de fleurs. Et parmi ce groupe de jeunes filles, il y en avait une qui s'appelait Europe. Quand Zeus a vu Europe, il a fait... Waouh, 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 waouh. Il a senti la température intérieure monter, un peu comme cet après-midi. Il s'est senti tout chaud, tout bouillant. Et qu'est-ce qu'il a fait pour séduire la jeune Europe? Alors Zeus, il avait des techniques un peu alambiquées pour séduire les jeunes filles. Il s'est transformé en taureau blanc. Et là, voilà nos jeunes filles qui, de l'écume marine, aperçoivent un magnifique taureau blanc sortir et venir sur la plage. Un taureau d'une beauté incroyable. Un taureau dont les cornes formaient comme une demi-lune. Alors forcément, les jeunes filles, elles ont été prises d'une sainte panique, d'une peur pas croyable, elles s'enfuient. Sauf la jeune Europe. Le taureau s'est approché, il avait l'air d'être tout doux, ce taureau-là. Elle a commencé à le caresser. Le taureau s'est allongé devant elle. Et là, mais il avait vraiment l'air sympa, le taureau, il avait l'air plein de douceur. Elle a un peu fait une bêtise, Europe. Elle est montée sur le dos du taureau comme on monte sur le dos d'un cheval. Et à ce moment-là, le taureau se redresse, fait volte-face et commence à courir à travers les flots marins. Allez, il ne courait pas en nageant dans la mer, non, il courait sur la mer. Et voilà le taureau qui court sur les vagues. Et Europe qui s'accroche aux cornes et qui hurle de frayeur, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite île, la Crète. Le taureau s'arrête, dépose la jeune fille sous un bosquet de 3 platanes. Et là, voilà notre taureau qui se métamorphose en la ressemblance d'un très très beau jeune homme. À ce moment-là, Zeus et Europe se sont connus, comme on dit. Vous comprenez ce que ça veut dire, les enfants? Se sont connus? S'ils sont fait des câlins, poutou, poutou d'amour à eux tout seuls. Du coup, Europe, elle va avoir 3 enfants avec Zeus, dont l'un deviendra le roi de cette île de Crète. Et après, du coup, cette île, il y aura toujours des histoires de taureaux. Un taureau à Poséidon, il y aura même le Minotaure, cet être mi-homme, mi-taureau. Mais bon, passons. Zeus a connu Europe sur ce rivage de l'île de Crète. Et c'est depuis ce jour-là que toutes les terres situées à l'ouest de la Crète s'appellent l'Europe, où on vit aujourd'hui. Et donc, Orion, il ne chasse pas du tout le taureau. Ça n'a rien à voir. Non, Orion, il est en train de courir après cette petite casserole. Il y en a un tout à l'heure qui m'a fait « Ah, c'est la petite casserole !» Celle-là, elle est encore plus petite. C'est les Pléiades. Les Pléiades, c'est à la droite du taureau, vous verrez dans le ciel. Une toute petite casserole de 7 étoiles. Mais il y en a une, elle est tellement timide qu'on la voit à peine. Du coup, là, j'ai pas pu la mettre. Et les Pléiades, ce sont 7 magnifiques jeunes filles. Et en fait, Orion, il court après les Pléiades, qui sont 7 magnifiques jeunes filles. Il les a vues, il les a trouvées tellement belles que, comme disent certains garçons qui manquent un tantinet d'élégance, il s'est mis en chasse, Orion. Et les Pléiades, elles n'ont pas envie. Donc on a Orion qui court et les Pléiades qui s'enfuient, qui sont enfuies jusqu'au moment où Zeus a eu pitié d'elles et les a transformées en cette constellation, la constellation des Pléiades. Dans les pays du désert, cette constellation des Pléiades,
On dit aussi que ce sont 7 jeunes filles, mais on l'appelle autrement, on l'appelle Tits Diz. Alors, est-ce que vous allez réussir à prononcer ça? Tits Diz. Super fort. Donc, si on revient, ça c'est qui? En dessous d'Orion, on a? Derrière Orion? Une étoile. Les Pléiades ou? La Pléiade. Les femmes. Diz. Eh ouais. Et ça, quand on prend le chemin qui part d'Orion, passe par le Taureau, va aux Pléiades, ça nous amène du côté de la Voie lactée. Est-ce que vous savez ce que c'est la Voie lactée? La nuit, on voit une sorte de traînée blanchâtre qui traverse le ciel. C'est la Voie lactée. Et vous savez pourquoi on l'appelle la Voie lactée? Les grands, ils ont le droit de jouer? Hein? Non? Mais ça vient aussi de chez les Grecs. C'est encore une fois où Zeus il est tombé amoureux. Zeus est tombé amoureux de la belle Alcmène. Il s'est transformé en un somptueux jeune homme, mais Alcmène était mariée à Amphitryon. Et Zeus ou pas Zeus, elle lui a dit « Que nenni, moi je suis fidèle à mon mari ». Alors, le grand Zeus n'était pas le genre de dieu à accepter qu'on lui dise non. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité d'un jour où Amphitryon, le mari d'Alcmène, était parti à la guerre. Et il s'est présenté en son logis, mais en s'étant transformé, métamorphosé, en la parfaite ressemblance d'Amphitryon. Et ouais. Et là, il arrive devant Alcmène, en se faisant donc passer pour son mari, en lui disant « Chérie, chérie, je viens de gagner la bataille, je voulais fêter ça entre tes bras. » Alors Alcmène l'accueille, ils vont manger ensemble, ils vont dormir ensemble, ils vont se faire des... maintenant que vous savez comment on dit, des câlins, poutou, d'amour à eux tout seuls. Et du coup, Alcmène, Zeus va lui semer une petite graine dans le fond. Ce qu'elle va pas comprendre, la pauvre Alcmène, c'est le lendemain. Le lendemain, quand le véritable Amphitryon arrive, revient de la bataille en lui disant « Ma chérie, je viens de gagner la guerre, je voulais fêter cela avec toi entre tes bras. » Mais tu me l'as déjà dit hier, ça. Enfin, ils vont fêter ça. Amphitryon va aussi poser une graine dans le ventre d'Alcmène. Du coup, elle va avoir 2 enfants. L'un de ces 2 enfants sera le fils de Zeus, celui que certains connaissent sous le nom de Hercule. Vous connaissez Hercule? Héraclès, le Héraclès des 12 travaux, le petit chouchou, le petit protégé du grand Zeus. Sauf que, Héraclès était ce petit protégé du grand Zeus, mais la façon du maître de l'Olympe d'aller séduire à droite et à gauche toutes ces jolies jeunes humaines qui passent devant lui, ça commence à agacer sa femme sur l'Olympe, Héra. Et la déesse Héra, celui-là, ce petit Héraclès, elle veut s'en débarrasser. Alors que le bébé nourrisson est dans son berceau, Héra envoie 2 gigantesques serpents pour le dévorer. Mais Héraclès, c'est Héraclès. L'enfant voit les 2 serpents arriver sur lui. Il s'en est pas effrayé, il n'a pas eu peur, il n'a pas pleuré, non. Il les a attrapés et les a secoués comme un bébé secoue son hochet. Il a étranglé les 2 serpents. Mais Zeus avait un problème. Héraclès est son protégé. Il voudrait qu'il puisse avoir l'immortalité, or il n'est qu'un demi-dieu. Il n'aura pas droit à l'immortalité. Ou alors il faut réussir une chose, le seul moyen pour donner l'immortalité à Héraclès, c'est qu'il puisse téter le lait d'Héra elle-même. Ah ouais, mais flûte, Héra qui vient de tenter de tuer l'enfant, va sûrement pas accepter de l'allaiter. Alors Zeus va envoyer le messager des dieux, Hermès, celui qui porte des ailes à ses sandales, lui permettant de traverser le ciel en volant. Le facteur divin, le PTT de l'Olympe, qui va venir chercher Héraclès, qui va l'emmener sur l'Olympe, profiter d'un moment où Héra était en train de dormir. Là, Hermès va poser l'enfant sur le sein d'Héra. Et qu'est-ce que ça fait un bébé quand ça tombe sur un sein? Ça se met à téter. Sauf que, un nourrisson capable d'écraser 2 serpents gigantesques entre ses mains, est-ce que vous croyez qu'en sa tête,
ça y va tout doux, tout doux. Non, Héraclès a mordu Héra. Aussitôt, elle se réveille, elle le voit là, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Elle décroche l'enfant de son sein, une giclure de lait d'Héra traverse le ciel et est venue tacher la voûte céleste. C'est depuis ce jour-là qu'il y a la Voie lactée. Eh ouais. Alors bon, on va voir. Est-ce que vous vous souvenez bien? On en était à Tacet. En dessous d'Orion, on a derrière Orion. Les Pléiades où 10. Super. Et là, donc, quand on monte vers la Voie lactée, on arrive vers... Alors, vous faites pas avoir, c'est une image que je vous donne pour le reconnaître. D'accord? Mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Persée. Pour le reconnaître, c'est pas dur. Regarde, ça fait comme si c'était une girafe. 2 grandes pattes et un grand cou. Ce n'est pas la constellation de la girafe, c'est la constellation de Persée. Persée aussi, c'est un fils de Zeus. Mais lui, son histoire a été plus que mouvementée. Persée, en fait, est né suite à un amour de Zeus. Sa mère Danaé, à Persée, avait été enfermée dans une tour sans porte ni fenêtre. Une tour où il y avait juste une ouverture dans le toit lui permettant de contempler les étoiles. Alors quand Zeus, du sommet de l'Olympe, a vu la belle Danaé, elle était tellement belle, Danaé. La lune elle-même en aurait pâli de jalousie. Sauf qu'il aurait pu se transformer en taureau, en cygne, en jeune homme. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre, il ne peut pas rentrer. Alors, Zeus s'est transformé en pluie d'or. Une pluie d'or venue couler sur le corps de Danaé, et c'est ainsi que fut conçu le jeune Persée. Après bien des aventures que j'ai pas le temps de vous raconter, sinon on y est encore demain matin, vous ne pourrez pas contempler les étoiles. Persée se retrouve un jour à la fête d'un roi, Polydectès. Et là, les Grecs étaient mangeurs de pain, buveurs de vin. Donc forcément, quand ils font la fête, ils mangent un peu de pain et ils boivent beaucoup de vin. Leur repas a fini par une espèce de concours de cadeaux, chacun voulant offrir un présent au roi. Mais Persée avait les poches vides, n'avait rien à offrir. Alors quand le roi lui a dit « Et toi, Persée, garçon, qu'offriras-tu à ton souverain ?» Persée, il avait bu beaucoup de vin. Vous savez, des fois, quand on boit un peu trop, on a la langue qui va plus vite que la pensée. Persée s'est écrié « Moi, je peux te ramener tout ce que tu veux, moi. Si tu veux, je peux même te ramener la tête de la gorgone Méduse. » La tête de la gorgone Méduse. En Grèce, tout le monde savait que la gorgone était parfaitement invincible, invulnérable. La gorgone Méduse, ce monstre dont les cheveux étaient 1000 serpents entrelacés, portant des ailes d'argent dans son dos, mais surtout ce monstre dont un regard suffisait à te changer en statue de pierre. Croiser le regard de la gorgone, c'était quitter le monde du vivant. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qu'on ne peut pas regarder. Mais Persée avait parlé. Le lendemain matin, le roi lui dit « Alors, jeune homme, tu m'as promis la tête de la gorgone, j'attends. » Et vous savez, la Grèce à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. La parole, c'est la parole. Sur un vase, on le voit ça. On voit sa propre mère, Danaé, le doigt tendu, disant à son fils, « Mon fils, il t'arriverait quoi que ce soit, je ne m'en remettrai jamais. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Mais mon fils, tu as parlé. Alors, maintenant que tes mots deviennent des actes, sois un homme et va. » Alors, il allait au-devant d'une mort certaine, Persée. Sauf que, coup de chance pour lui, il a eu l'aide d'Athéna, l'aide d'Hermès, l'aide des nymphes. On lui a prêté le casque d'Hadès, lui permettant de devenir invisible. On lui a prêté la harpée, une arme pouvant tout trancher. On lui a prêté les sandales d'Hermès, lui permettant de voler dans les airs. Et Athéna allait poser son bouclier au pied de la gorgone Méduse. Comme ça, il n'aura pas besoin de la regarder, la gorgone. Il pourra viser, porter son coup en regardant dans le reflet, dans ce bouclier. Et c'est comme ça que Persée a réussi à trancher la tête de la gorgone Méduse.
au moment où il a tranché la tête du cou tranché de Méduse, deux créatures sont sorties. Le géant Chrysaor et le cheval Pégase. Pégase, le cheval ailé. Pégase qu'on trouve ici, dans le ciel. Bon, après, dans le ciel, il continue, mais moi, j'avais pas la place, d'accord? Donc ça, c'est le début de Pégase. Hop. Mais sur le chemin du retour, Persée, sur le chemin du retour, il a toujours le casque d'Hadès, la harpée, les sandales Gorgone est invincible. Il fait, non mais arrête tes mensonges, ah, espèce de pitre, espèce de clown. Tout le monde sait qu'on ne peut pas vaincre la Gorgone. Ah ouais, on peut pas la vaincre. Alors Persée a sorti la tête tranchée de Méduse, lui il regardait ailleurs, hein, et a présenté la tête de la Gorgone au géant Atlas. Aussitôt, le géant Atlas s'est transformé en statue de pierre. Statue de pierre qui, avec les années, avec les siècles, s'est érodée et est devenue cette montagne qu'on peut trouver en Afrique du Nord, tout à l'ouest de l'Afrique du Nord, au Maroc. La montagne de l'Atlas. C'est le géant Atlas transformé en statue de pierre. Mais c'était pas fini pour Persée. Il continue son chemin, il doit ramener la tête à son roi. Et là, à un moment, il passe sur une plage. Il voit tout un peuple assemblé sur la plage. Et là, au bord de l'eau, sur un rocher, il voit une jeune fille enchaînée, une jeune fille d'une beauté incomparable. Aussitôt, Persée sent son cœur de jeune homme vibrer différemment en contemplant cette jeune fille. C'est comme si son cœur il commençait à être tout fondu. Ah, il s'est demandé pourquoi elle est enchaînée là, pourquoi ils sont rassemblés. Il est venu sur la plage, il a posé des questions, on lui a raconté. Tout ça, c'était à cause de la reine. À cause de la reine de ce coin-là. La reine Cassiopée. La reine Cassiopée avait prétendu être aussi belle que les déesses de l'océan, les Néréides. Et quand on connaît le caractère du dieu des mers, Poséidon, on se rend vite compte que ça, c'est le genre de prétention qui peut coûter cher. Poséidon a envoyé un monstre marin, la baleine, ravager le pays. Le roi était dépité, son pays était ravagé. Il allait voir l'oracle devin, celui qui sait lire dans les lignes de l'avenir, pour lui demander comment faire pour libérer son pays de ce monstre marin. Et le devin lui a répondu que sa seule façon était qu'il sacrifie sa propre fille, Andromède, qu'il la donne en pâture au monstre la baleine. Et ainsi, son pays serait libéré. Et c'est ça qu'il a vu, Persée. Il a vu le peuple s'assembler parce qu'on allait offrir Andromède en pâture au monstre la baleine. Alors, Persée avait encore la harpée à la main, il pouvait voler dans le ciel invisible. Il a passé un accord avec le roi. Il débarrasserait, lui, le pays de ce monstre marin en échange de pouvoir épouser la jeune fille. Il a fait ça. Il a fondu dans le ciel quand le monstre marin s'est approché. Persée a fondu comme un aigle sur sa proie, a mis à mort la baleine. Ensuite, il n'avait plus qu'à libérer la jeune Andromède, venir la poser sur le sable de la plage. Et là, tout à la contemplation de la beauté de la jeune fille, il a laissé son sac où il y avait la tête de la Gorgone posée à côté de lui. Il n'a pas bien fait attention. Le sac était légèrement entrouvert et un filet du regard de la Gorgone a effleuré les vagues marines, transformant toutes les algues en cailloux. Et bien vous savez quoi? C'est depuis ce jour-là qu'il y a du corail en Méditerranée. Et bien toute cette histoire, elle est là dans le ciel. On est ici Persée. Donc, au-dessus de Persée, vous voyez cette constellation, elle est super facile à reconnaître parce que soit il fait un W, soit il fait un M. Et bien cette constellation, c'est Cassiopée, la reine prétentieuse, Cassiopée. On a Persée, Cassiopée. Ici, je vous ai déjà dit, ça c'est... Et bien vous savez quoi? Là, cette étoile là de Pégase, c'est Andromède. Andromède que Persée a libérée parce qu'il en était tombé amoureux. Andromède qui avait été donnée en sacrifice au monstre, la baleine qui est ici. Vous voyez la baleine? Ceux qui sont derrière faut se lever, ça doit être, c'est un peu bas. Donc la baleine allait dévorer Andromède, Persée a sauvé Andromède et toute cette histoire à cause de la prétention de Cassiopée. Alors on va voir si vous avez de la mémoire, d'accord? Vous êtes joueur? Ah non, vous êtes endormi déjà? Vous êtes joueur?
Ah, c'est bien. Alors, ça c'est au pied d'Orion. Derrière Orion là. Et dans le grand chien, la plus bavarde de toutes les étoiles. Super. Qui est le taureau d'Europe? Des ou des Pléiades. Au-dessus des Pléiades, on trouve. Berger. Waouh! Eh mais vous êtes fort, hein? Et il y a une constellation qui est super intéressante. Alors celle-là, je suis désolé, mais je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. On a là la constellation des Gémeaux. Gémeaux, ça fait un peu penser à jumeaux, non? Non. Eh ben, vous savez quoi? C'est pas pour rien. Parce que cette constellation des Gémeaux, c'est en effet deux jumeaux, Castor et Pollux. Castor et Pollux qui étaient deux frères. Mais en fait, deux demi-frères. Un était un être humain, l'autre était fils de Zeus. Castor était humain, Pollux était demi-dieu, fils de Zeus. Ils ont passé toute leur vie ensemble. Ils chassaient ensemble. Ils allaient faire la fête ensemble. Ils allaient à la guerre ensemble. Mais quand ils meurent, eh ben, Castor est un être humain. À sa mort, il doit rejoindre le royaume des morts, l'Hadès, le royaume des sans visage, des sans nom. Pollux est divin. À sa mort, il s'en va rejoindre l'Olympe. Et ça, vous croyez qu'ils allaient être d'accord? Ils ont toujours tout fait ensemble. C'était les frères de la belle Hélène. Vous avez entendu parler d'Hélène? La plus belle de toutes ces femmes mortelles. C'est vrai que Hélène était tellement belle qu'elle était mortelle. Et bien, Castor et Pollux, ensemble, ils ont été libérés Hélène le jour où Thésée l'avait kidnappée. Ensemble, ils ont tout fait. Et au moment de mourir, ils devaient se séparer. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont râlé. Ils ont exigé, ils ont créé le premier syndicat olympien et ils ont obtenu gain de cause à leurs revendications. C'est pourquoi Zeus a accepté qu'ils passeraient ensemble 6 mois d'année en enfer au royaume de l'Hadès et ensemble 6 mois d'année sur l'Olympe. Eh ouais. Alors, comme je vois que vous êtes bons, je vous proposerais bien quelque chose, moi, c'est est-ce qu'on le fait dans le désordre? Oui. Ouais. Alors, on va faire un désordre facile. Ça, c'est qui? Le cocher. Non, la constellation. Avec... C'est vrai que vous êtes fort. Andromède. Le passionnant. Parce que si tu fais 10 le 10, quand tu seras dans le désert, personne ne te comprendra. 10. Lui, c'est mon copain. Avec. Et. Waouh, c'est vrai que vous êtes fort. Mais ça, en hiver, c'est ciel du sud. Et quand même, comme tout à l'heure, il y en a un qui m'a parlé de la petite casserole qui confondait avec les Pléiades. On va jeter un petit coup d'œil rapide à l'autre. De l'autre côté, là. La petite ours. Ok. Est-ce que vous savez au moins que la petite ours peut devenir votre meilleur ami? Ouais. Non. Si, la petite ours. Mais faut vraiment tous apprenez à la reconnaître. Parce que comme un ami, la petite ours, elle peut vous sortir de sacrés pétrins. La petite ours, elle peut vous permettre de... Ouais, c'est laquelle l'étoile polaire? Sur la petite ours,
Le bout de sa queue, c'est l'étoile polaire qui indique le nord céleste. C'est-à-dire que quand tu reconnais la petite ours, tu ne pourras jamais te perdre. Et c'est quand même pratique. Parce que tu pourras toujours trouver nord. Si tu peux trouver nord, tu peux trouver le sud, l'est et l'ouest. Donc retenez la petite ours. Alors, chez les Grecs, on dit que la grande ours, c'est Callisto, qui a été changé en ours. Et que la petite ours, c'est son fils qui était chasseur et qui du coup a tué sa propre mère. Et à sa mort à lui, il est devenu la constellation de la petite ours. Mais il n'y a pas que chez les Grecs qu'on regardait les étoiles. Chez les Celtes, ici, dans nos pays, eh ben, la grande ours, on l'appelait le char d'Arthur. Ok ? Et il y a quelque chose de cohérent entre l'ours chez les Grecs et le char d'Arthur chez les Celtes. C'est que pour les Celtes, le symbole du roi, c'était la figure de l'ours. Et ça, c'est d'ailleurs l'origine du nom d'Arthur, parce que dans ces vieux langages, ours se disait Ars. Ars, Arthur. Donc là, on a le char d'Arthur. Et si on a le roi Arthur, forcément pas loin, on va voir ici qui tourne entre grande et petite ours, avec sa tête là, Merlin, le dragon. Le dragon de Merlin. Le dragon que Merlin a invoqué au service du roi Uther Pendragon, par exemple, lors de la bataille de Salisbury, quand Uther Pendragon et Merlin étaient là avec les guerriers bretons pour repousser les envahisseurs saxons. Mais les Saxons étaient trop nombreux. Merlin était là avec un étendard sur lequel était peint un dragon rouge. Mais ça a été une terrible bataille. Il y avait tellement de flèches dans le ciel qu'on avait l'impression qu'il faisait nuit en plein jour. La terre se gorgeait du sang des combattants. Et les Saxons étaient trop nombreux. Alors Merlin a levé haut son étendard et invoquant la puissance de sa magie, le dragon peint sur sa bannière s'est mis à cracher de véritables flammes sur les Saxons épouvantés. Alors Merlin a prononcé les mots anciens, les mots secrets. Et le dragon, prenant vol dans le ciel, a semé la déroute parmi l'armée adverse. Merlin réinvoquera le dragon plusieurs fois au service du jeune Arthur. Donc on a là, la grande ours qu'on peut aussi appeler ou le char d'Arthur. Et entre les deux, vous êtes assez fort. Alors ce que je vous propose, histoire de voir si vous avez bien retenu, si on refait un tour général. Non. Et là, avec la pêche, pour bien se souvenir de tout. Vous êtes d'accord? Alors, on commence dans l'ordre ou dans le désordre? Dans l'ordre? Dans le désordre. Ah bah ouais, mais si vous vous battez, Dans on le va faire dans désordre. l'ordre. Ça c'est au pied d'Orion. Derrière Orion. Après, au-dessus d'Orion, tiens, moitié dans l'ordre, moitié dans le désordre. Avec. Super. Les Pléiades qui nous emmènent sur. Et. Et le. Tandis qu'au nord, on a. Et surtout, reconnaissez la petite ours, car au bout de sa queue, on trouve qui fera que jamais vous vous perdez. Eh bien, vous savez quoi? Je suis content. Je suis content que vous les ayez retenus. Parce que peut-être ce soir, quand vous serez chez vous, et que vous sentirez la solitude vous piquer un petit peu le cœur, et bien peut-être vous pourrez soit sortir, soit juste ouvrir la fenêtre, lever le nez vers le ciel, et vous pourrez vous planter la tête dans les étoiles. Et vous rendrez compte que quand on les connaît, les étoiles, eh ben on ne peut plus jamais être seul. Il y en a qui disent que nous, les humains, on ne serait que des étoiles incarnées. Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est quand on a des amis dans le ciel, eh ben, on n'est plus jamais seul et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous.
Maintenant, vous m'avez prêté vos oreilles. Je crois que vous allez apprendre d'autres choses, d'autres points de vue, d'autres regards sur les étoiles. Donc vos oreilles, ben, je vous les rends.